Alors David, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire qui Oui, tu es? tout à fait. Alors, donc, je m'appelle David Dover et je suis infirmier et case manager au sein du CEJAD, donc, qui est un centre d'évaluation et de prise en charge des troubles psychiques émergents pour des jeunes personnes qui ont entre 15 et 30 ans. C'est quoi Case Manager? Alors justement, voilà, c'est toujours la question qu'on me pose. Case manager. Donc en fait, le case manager, c'est vraiment une personne qui va être affiliée au suivi personnalisé et individualisé de certaines personnes qui sont dans des situations dites complexes. Donc on va dire où il y a un risque éventuellement des insertions sociales, des insertions scolaires. Et en fait, donc c'est vraiment un travail de proximité, ce qui nous permet d'avoir, on va dire, un fonctionnement qui va inclure en fait la personne qui souffre de troubles psychiques dans son parcours, dans sa situation. On va essayer de respecter au maximum ses projets et de faire en sorte qu'ils puissent se réaliser. Donc c'est vraiment dans le domaine de l'accompagnement qu'on pourrait situer le case manager. Ouais, c'est au-delà de ta fonction d'infirmier finalement. C'est en au-delà de psychiatrie. la fonction d'infirmier, effectivement. Et comment est venue J'ai un cette métier d'infirmier et j'ai une fonction de case manager. Et comment t'es venu à cette fonction finalement? C'était quoi ta vocation première? Alors, ma vocation première, moi je suis infirmier depuis 2020, à savoir donc assez récemment finalement. Ça s'est présenté parce que j'ai accompagné mes parents pendant de nombreuses années, puisqu'ils avaient tous les deux des pathologies assez lourdes, type maladie d'Alzheimer, on va dire. Et donc, c'est là où j'ai dû faire une parenthèse pour m'occuper d'eux. Et une fois que la parenthèse était terminée, il a fallu que je me dise qu'est-ce que je fais de tout ce que je viens de prendre comme expérience, en fait. Est-ce que j'ai envie de continuer dans le soin ou est-ce que j'en reviens à ma vie d'avant et que j'essaye de reconstruire quelque chose? Et je me suis dit que finalement, ça m'avait bien plu, cet accompagnement-là. Et c'est ce qui fait que j'ai choisi d'embrasser la carrière d'infirmier. Et très rapidement, j'ai opté pour la psychiatrie parce que j'avais un intérêt quand même assez spécifique pour la psychologie. Notamment, j'avais fait des études de psycho quand j'étais beaucoup plus jeune. Et j'en suis venu donc à entrer dans les services de psychiatrie. Et très rapidement, on m'a proposé effectivement ce poste-là de case manager au sein de cette structure. Pour moi, ça représentait beaucoup d'espoir, notamment parce qu'on était sur de l'intervention précoce qui permet effectivement d'essayer de déceler les pathologies le plus rapidement possible pour qu'on puisse les prendre en charge le plus rapidement possible et faire en sorte qu'elles aient le moins d'impact sur la vie de ceux qui en souffrent. Alors il y a de nombreux jeunes qui ont posé des questions sur Jeff Psy et qui sont des proches aidants, finalement, de parents ayant un trouble psychique, un frère, une sœur. Et alors, ce que je te propose, c'est de te poser ces questions-là que eux ont posées, et puis si tu pouvais y répondre. Par exemple, on a Marie, de 18 ans, qui nous demande pourquoi est-ce que c'est si long d'avoir un diagnostic de maladie psychique? Oui, c'est vrai que c'est une question qui est très intéressante. Alors, pourquoi? En fait, il va y avoir une différence entre les maladies dites psychiques, en tout cas les troubles psychiques, et puis les maladies qu'on va dire somatiques, c'est-à-dire celles qui s'expriment dans son corps, comme une grippe ou un rhume. C'est des maladies qu'on va pouvoir diagnostiquer avec éventuellement des bilans sanguins ou peut-être des examens particuliers. Ce n'est pas forcément le cas dans les troubles psychiques. Les troubles psychiques, on arrive à déceler une maladie, en tout cas on arrive à donner un diagnostic en fonction des symptômes qui s'expriment. Les symptômes, c'est ce que la personne va ressentir et les signes qu'elle va montrer. Les signes qu'elle va montrer, c'est donc ceux que les personnes extérieures vont pouvoir voir de ce qui lui arrive à elle. Et en fait, comme ces troubles ne peuvent se diagnostiquer qu'à l'aide de ces symptômes et de ces signes, ce n'est pas forcément évident de pouvoir poser un diagnostic rapidement. Le fait est qu'en fait, d'autant plus, il y a des symptômes et des signes qui peuvent s'exprimer et dans plusieurs maladies psychiques possibles. Donc en fait, on n'est jamais à l'abri de pouvoir effectivement faire une erreur. C'est pour ça que parfois, les médecins psychiatres sont, on va dire, un petit peu frileux à poser un diagnostic parce qu'ils ne sont pas complètement sûrs du diagnostic. Donc c'est pour ça que ça peut prendre du temps. Et par exemple, ça dure combien de temps en moyenne? Est-ce qu'on sait? Est-ce que ça va de une semaine à plusieurs années? Alors, une semaine, je dirais non, très clairement. C'est sûr, il faut au moins plusieurs rendez-vous pour pouvoir poser un diagnostic. Et après, on peut avoir des diagnostics qui vont s'étaler sur plusieurs années, avec effectivement une forme d'errance un peu médicale, parce qu'on ne va pas réussir vraiment à définir quelle est la maladie posée. Pour autant, on va essayer de répondre quand même aux symptômes, et il y a des traitements qui peuvent être efficaces
sur plusieurs pathologies différentes. C'est en fait, on va agir sur le symptôme et essayer de faire en sorte que le symptôme soit moins important et moins d'impact sur la vie quotidienne de la personne qui est touchée. Donc là, on a presque répondu à la question d'Antoine, de 12 ans, qui demande pourquoi le psychiatre de mon père lui change ses médicaments. Est-ce que ça veut dire qu'il a une nouvelle maladie? Eh bien, ça peut être le cas, effectivement, parce qu'on peut se dire finalement que le diagnostic n'était pas forcément le bon. Il peut aussi avoir des maladies psychiques qui vont s'exprimer un peu plus tardivement et donc dont on va pouvoir déceler, on va dire, les symptômes plus tardivement et donc la prise en charge est plus tardive et donc les traitements vont être mis en place plus tard et ça ne va pas forcément être les mêmes traitements qu'on avait donnés au départ. Ça peut aussi être parce que parfois, on ne sait pas encore vraiment pourquoi, mais dans le cadre de certaines maladies, finalement les médicaments qui étaient efficaces au début ne le sont plus au bout d'un moment. Ça ne veut pas dire que la maladie s'aggrave, ça veut juste dire qu'il y a des réactions chimiques qui se font au sein du corps de la personne et que ces réactions chimiques, en fait, elles ne sont plus aussi efficaces qu'avant et elles ne produisent plus les mêmes effets. Donc on peut changer les médicaments d'une personne aussi parce qu'ils sont plus efficaces à un moment donné. Et puis, ça peut aussi être un changement de médicament parce que, en fait, au cours de notre vie, on peut avoir des épisodes plus difficiles à vivre ou moins difficiles. Et en fonction de ça, quand on a des épisodes plus difficiles, peut-être qu'on a besoin à ce moment-là d'avoir un traitement qui est un peu plus ajusté, qui est peut-être un petit peu plus fort pendant un certain temps, le temps de faire face en fait à ces épreuves du moment. Et ensuite donc de pouvoir reprendre, pourquoi pas, une dose moins importante à un autre moment de sa vie. Et c'est pour ça que c'est si important que la personne atteinte d'un trouble psychique aille souvent voir son psychiatre, c'est pour justement gérer cet équilibre. Bah oui, enfin, très clairement, enfin, c'est vraiment un dialogue, j'ai envie de dire, entre la personne qui est touchée par un trouble psychique et puis le psychiatre. Alors, on est vraiment dans la gestion d'une situation. La situation, c'est celle de la personne qui est touchée par le trouble. Mais après, le travail, ça va être vraiment de créer une alliance entre le médecin psychiatre, entre les autres soignants, parce qu'il n'y a pas que les médecins psychiatres qui sont autour, et entre la personne qui est touchée, et d'essayer de trouver l'équilibre le plus juste pour que la personne puisse vivre au mieux en fait, avec ce trouble. Et il y a souvent des enfants ou des frères, sœurs qui se posent justement des questions sur la maladie psychique de son proche. On a par exemple Élodie de 21 ans qui se demande pourquoi le psychiatre de ma mère refuse de me parler de la maladie qu'elle a. On entend souvent parler justement de cette exclusion de ça. Alors, oui, c'est vrai, mais en même temps, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle le secret médical. C'est-à-dire que le médecin psychiatre ne peut pas divulguer en fait, des informations si la personne ne souhaite pas que ces informations soient divulguées. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais en tout cas, il y a cet élément-là qui est à prendre en compte. Et donc peut-être que quand on n'a pas forcément l'information qui est donnée par le psychiatre, on peut peut-être aussi en parler à son proche et essayer de savoir si c'est une volonté de sa part de ne pas avoir envie de donner en fait le nom de sa maladie. Les troubles psychiques sont encore très stigmatisés au sein de notre société et donc parfois ces personnes-là ont un peu honte de ça et c'est difficile pour elles d'avoir envie que les personnes proches soient au courant du diagnostic. Donc c'est essentiellement pour ça en fait, que le médecin psychiatre ne va pas forcément donner par exemple un diagnostic. Mais pour autant, moi je vous invite quand même à aller rencontrer en fait, ces médecins psychiatres ou les équipes soignantes et d'essayer d'en discuter avec eux, de voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place parce qu'on peut très bien envisager ce qu'on appelle les entretiens familiaux où le médecin psychiatre va pouvoir répondre aux questions des personnes proches en présence de la personne qui est atteinte du trouble psychique. On a Sacha, de 10 ans, qui nous demande si ça existe encore les camisoles. C'est vrai que ça peut... c'est une bonne question, je trouve. Alors, les camisoles telles qu'on les voit dans les films, telles qu'on les voit dans les séries, je pense notamment à Vol au-dessus d'un nid de coucou, j'ai les images qui me viennent en tête, ça n'existe plus, très clairement. C'est plus du tout utilisé. Pour autant, il existe encore ce qu'on appelle des systèmes de contention mécanique, c'est-à-dire que parfois, les équipes soignantes se sentent obligées, en tout cas, de recourir à ce type de matériel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des sangles qui sont spécifiquement faites pour qu'elles ne blessent pas la personne, mais où on va l'immobiliser pendant un certain temps. C'est très réglementé.
c'est utiliser le plus parcimonieusement possible, le moins possible. C'est des choses qui arrivent, c'est dans des cas très particuliers, dans des cas où la personne risque de se faire du mal à elle-même ou risque de faire du mal aux autres. Donc c'est encore des choses qui existent. Mais à savoir qu'au niveau de l'OMS actuellement, donc l'Organisation mondiale pour la santé, il y a quand même beaucoup de travaux qui sont faits et qui sont développés pour essayer justement de faire en sorte que ces contentions-là soient de moins en moins utilisées et qu'on ait de moins en moins à avoir recours à ce type de contraintes. Donc il y a plein de dispositifs qui sont essayés, qui sont testés actuellement. Je pense notamment à des chambres d'apaisement où en fait la personne peut s'y rendre dès qu'elle se sent un petit peu inquiète, dès qu'elle se sent un peu angoissée. Elle peut demander à aller dans ce type de chambre où là elle va avoir accès à les choses qui peuvent éventuellement lui amener un peu plus de sérénité et faire redescendre la tension qui existe. Il y a aussi par exemple, moi je travaille au GHU du coup, Paris Neurosciences et Psychiatrie, et il y a ce qu'on appelle c'est une structure qui s'appelle le LABA, et qui travaille justement sur ce type de dispositif, et ils ont mis en place un dispositif qui s'appelle Psyson, et en fait c'est un fauteuil qui est équipé avec des espèces d'oreilles en fait, où la personne va pouvoir, au début de son hospitalisation, peut-être choisir une playlist qui peut être efficace quand elle se sent en tension, et elle va pouvoir donc du coup l'écouter et pouvoir faire redescendre sa tension interne et peut-être éviter du coup qu'on ait recours à ce type de dispositif. Donc, par ailleurs, ce qu'on a besoin, c'est clairement des personnes qui soient formées, des équipes soignantes qui soient bien formées à ce type de situation et être suffisamment en nombre pour pouvoir éviter un maximum d'utiliser ce type de contraintes. On pense aussi à la réalité augmentée de plus en plus en thérapie. Complètement. Une question de Inès qui a 24 ans. Est-ce qu'on peut vous appeler pour vous dire ce qui se passe à la maison? Moi, j'ai souvent peur qu'il y ait une grande différence entre ce que mon frère vous dit, donc à vous les professionnels, en rendez-vous, et ce qui se passe à la maison. Mais nous n'attendons que ça, Inès. C'est clair, enfin, on a vraiment besoin d'avoir les informations des personnes qui sont proches de la personne qui souffre de troubles psychiques, parce que c'est vrai que cette personne-là ne va pas forcément avoir envie de donner toutes les informations, parce que du fait justement de la peur d'être stigmatisée et d'être, on va dire, qu'on va lui mettre une étiquette en fait de troubles psychiques qui va du coup avoir un impact sur toute sa vie. Ces personnes-là ont parfois du mal en tout cas à donner tous les éléments. Et puis parfois elles n'ont pas non plus forcément la même vision et elles n'ont pas forcément dans la même réalité que les personnes qui sont proches d'elles. Donc oui, tout à fait. Nous, les équipes soignantes, en tout cas, on recherche vraiment à avoir cette alliance avec les proches parce qu'on sait qu'ils font partie de la situation. Ce n'est pas à eux de tout gérer, clairement, bien évidemment. Il y a des soignants pour le faire. Mais en revanche, on a besoin de ces informations qu'elles peuvent nous donner pour justement établir le diagnostic peut-être plus rapidement et puis se rendre compte de l'intensité, en tout cas, des troubles que peut présenter la personne. Oui, et peut-être leur donner quelques conseils pour gérer certaines situations aussi. Oui, alors complètement. On est aussi là pour ça. Même s'il y a des programmes qui sont mis en place à l'heure actuelle pour essayer de favoriser, je pense notamment à la formation premier secours en santé mentale qui est quand même très efficace. Alors bon, c'est encore pour des adultes, donc des jeunes adultes. Pour les plus jeunes, c'est encore un petit peu plus difficile, mais on est là pour répondre aux questions et on est là pour essayer d'aider au maximum les personnes. La principale, enfin, ce qu'on souhaite le plus en fait, c'est que la personne reste le moins longtemps hospitalisée. Parce qu'on sait que ce n'est pas forcément la période la plus simple, parce qu'on sait qu'elle est plus avec ses proches, elle n'est plus dans son environnement classique. C'est quelque chose de très déstabilisant. Donc si on peut donner des solutions aux personnes proches pour aider à ce que l'hospitalisation soit la plus courte possible, voire qu'elle n'ait pas lieu, on est prêt à le faire. Et je pense notamment, il y a des choses qui se développent un peu actuellement en France, qui sont déjà faites dans les pays anglo-saxons, qui sont les mesures anticipatoires en psychiatrie, qui sont des sortes on va dire de plans de bataille quand il y a une crise qui se développe, qui arrive.
et peut-être pour éviter qu'elle ait trop d'impact. Donc en fait, ces mesures anticipatoires en psychiatrie, c'est des questions auxquelles va répondre la personne qui souffre de troubles psychiques sur ce qu'elle souhaite voir être fait lorsqu'elle va moins bien, sur les personnes avec qui elle veut avoir des contacts dans ces moments-là. Et ça permet d'essayer d'avoir l'environnement le plus apaisant possible pour cette personne-là au moment où ça va un peu moins bien. On a justement Zoé qui a 15 ans, qui, dans le cadre où l'hospitalisation serait indispensable, demande « Moi, j'ai moins de 18 ans, si ma sœur est hospitalisée à l'hôpital psychiatrique, est-ce que j'aurai le droit de lui rendre visite ?» Ça va dépendre des structures. Pour le coup, généralement, en fait, les droits de visite, enfin en tout cas, ils sont encadrés par des arrêtés qui sont faits par le directeur d'établissement. Nous, au sein de notre établissement, à partir de 15 ans, on peut visiter normalement ses proches sans avoir trop de soucis. Maintenant, ça va dépendre aussi de l'état de santé de la personne au moment et aussi de sa volonté. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on se sent moins bien, on n'a peut-être pas forcément envie de montrer aux autres qu'on est moins bien. Et donc, ça peut être difficile d'accepter. Donc, parfois, c'est la personne qui est hospitalisée qui ne souhaite pas être visitée. Donc, pour autant, là, pour Zoé, c'est ça, oui, qui a 15 ans, normalement, elle ne devrait pas avoir de soucis pour visiter sa sœur. Pour des enfants plus jeunes, moi, ce que j'invite à faire, c'est d'aller à la rencontre des équipes soignantes, parce qu'il y a toujours des possibilités qui peuvent être faites. Je sais que moi, dans le cadre, quand j'ai été en milieu hospitalier et quand je travaillais en tant qu'infirmier, on a pu permettre à une mère qui était hospitalisée de pouvoir voir ses jeunes enfants. On a organisé ça dans une salle à part. On a fait en sorte qu'il y ait le moins de traumatisme, on va dire, pour les plus jeunes qui peuvent être parfois confrontés à des choses assez violentes, assez dures. C'est des images qui peuvent être percutantes. Et on fait en sorte d'accompagner au mieux et de faire en sorte que effectivement, cette mère elle puisse voir son enfant et que son enfant puisse voir sa mère, parce que c'est somme toute une partie en fait des soins qui doivent être délivrés. Enfin, on sait très bien que c'est très important de maintenir ce contact. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces enfants et jeunes qui grandissent avec un parent, un frère ou une sœur avec des troubles psychiques ? J'ai envie de leur dire de garder l'espoir déjà, parce que c'est quand même le plus important. On développe de plus en plus de choses pour aider les personnes qui sont en souffrance psychique. Et je ne parle pas que des médicaments, hein, il y a aussi de l'accompagnement, des thérapies. Enfin, il y a de plus en plus de choses qui permettent à la personne qui est en souffrance psychique de pouvoir construire sa vie aussi bien qu'elle le souhaitait. Donc, on parle de rétablissement. Le rétablissement, c'est ce cheminement en fait, qui va faire que la personne va on va dire, prendre conscience de sa maladie. Parce qu'effectivement, dans les troubles psychiques, on parle souvent de maladies chroniques, comme un diabète par exemple. C'est-à-dire que ça va durer tout au long de la vie, mais par ailleurs, les symptômes ne vont pas forcément s'exprimer. Et on peut avoir une vie tout à fait épanouie avec un trouble psychique, le vivre le mieux possible. Et donc, il ne faut pas perdre l'espoir en fait, de pouvoir vivre une vie tout à fait épanouie avec son proche et de faire en sorte que ce proche ait une vie la plus épanouie possible. Merci David. Merci.